Bonjour à tous, bienvenue dans l'Afrique Info sur CCTV français, en direct de Beijing. Et nous débutons cette édition africaine avec les sessions politiques chinoises. Dans le cadre des sessions de l'APN, les journalistes se sont pressés pour poser leurs questions au ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Quelles ont été les questions abordées par les journalistes africains? Plus de détails avec notre envoyé spécial, Xie Changchang. Good morning, Minister. As China's economy has been slowing down, we've seen a drop in commodity demand. 15 minutes avant la clôture de la conférence de presse, Mwazipeza Sakala, journaliste zambienne, a finalement obtenu l'occasion de poser sa question au ministre Wang Yi. En tant que représentante des médias africains, elle a voulu savoir si le ralentissement économique chinois influencera les investissements chinois en Afrique. C'est formidable d'entendre que même pendant ces deux sessions, l'Afrique est prise en compte et que le plan de la Chine est en fait conçu pour aider l'Afrique ainsi que la Chine. Donc cette coopération mutuelle est bénéfique et utile parce que c'est une situation gagnant-gagnant pour nous tous. Je pense que c'est très encourageant. La réponse du ministre a également rassuré les autres journalistes africains sur le fait que malgré les changements de la situation internationale, l'amitié et la confiance de part et d'autre ne changeront jamais. La Chine est vraiment toujours de notre côté parce que je prends l'exemple de l'épidémie Ebola qui a surgi dans notre pays et vraiment la Chine a été vraiment un des partenaires qui est venu vraiment fortement en aide à la Guinée. Et donc, pour ce point de presse de tout à l'heure, je crois que c'est une certaine consolidation voilà, de cette relation déjà qui existe entre la Guinée et la Chine. Je suis très heureux d'avoir vraiment la manière où la Chine appuie les États africains. Je suis très content dans tous les domaines, que ce soit les infrastructures routières, les infrastructures de l'éducation ou l'infrastructure quelconque. Je suis très content. D'après les journalistes africains, la Chine et les pays africains, qui ont parcouru des chemins communs au cours de leur libération et de leur développement, ont matière à s'inspirer les uns des autres. Les deux sessions politiques sont sans doute pour les pays africains une fenêtre importante pour apprendre de l'expérience de la Chine. Donc c'est pourquoi je veux que les gouvernements africains voient que la Chine est en train d'appliquer le 13e plan quinquennal qui a commencé maintenant et qui prendra fin en 2020. Et tout le monde va s'assurer que le plan se déroule comme prévu et il est soutenu et tout le monde va faire des efforts pour affirmer que le plan sera rempli et mené à bien. Donc c'est pourquoi je veux que mon gouvernement voit cela, pour qu'il puisse avoir un plan à long terme qui puisse aider mon pays à se développer plus vite. On passe à la Somalie maintenant, où le groupe Al-Shabaab est sur la défensive depuis quelques jours. Des frappes aériennes et des attaques ciblées contre ses militants ont fait des dizaines de morts et plusieurs experts croient que cette offensive va permettre d'affaiblir considérablement les capacités opérationnelles du groupe. Reportage. Plusieurs victoires importantes contre Al-Shabaab ont été enregistrées au cours des derniers jours. Et c'est une frappe aérienne américaine samedi dernier qui a été de loin la plus significative. On estime que 150 militants du groupe ont été tués, dont plusieurs hauts gradés. Les forces spéciales américaines ont aussi organisé une attaque contre une base d'Al-Shabaab. Les autorités somaliennes ont confirmé que 20 combattants du groupe ont été tués, même si Al-Shabaab prétend avoir pu repousser les attaques américaines. Ces récentes opérations contre Al-Shabaab ont un but très clair, c'est pour venger les attaques contre les casques bleus. Les services de renseignement devaient réagir immédiatement. Les militants qui ont été tués samedi à Razo planifiaient une opération de grande envergure contre des intérêts américains et les forces de l'Union africaine. Plusieurs experts croient que les opérations américaines sont un signe de la plus grande collaboration entre les forces de l'ordre locales et internationales. Les autorités, ici à Mogadiscio, ont été saluées pour leur lutte antiterroriste. Et les experts demandent encore plus de frappes aériennes. La question est de savoir si ces frappes aériennes vont se poursuivre. Si c'est le cas, cela va changer le portrait de la guerre contre Al-Shabaab. Si les camps d'entraînement et les bases d'Al-Shabaab sont constamment pilonnés par des frappes aériennes, alors le groupe sera affaibli et l'impact direct sera que ses membres ne seront plus en mesure d'organiser des attentats. La mission de l'Union africaine en Somalie n'avait jamais bénéficié d'un soutien aérien.
Cela représentait un des plus grands défis pour combattre de manière efficace les militants. Et pendant que les attaques suicides d'Al-Shabaab demeurent fréquentes ici, la population espère que cette collaboration internationale va mettre un terme aux activités du groupe une fois pour toutes. En Afrique du Sud, 2 entreprises minières ont dû verser une somme record de 33 millions de dollars à 4 500 de leurs employés atteints de silicose. Le long combat judiciaire s'est finalement réglé à l'extérieur des tribunaux, mais va laisser des traces dans ce secteur d'activité très important dans le pays. Les détails dans notre reportage. La somme de 33 millions de dollars sera placée dans un fonds consolidé et redistribuée selon les dispositions prévues par la loi sur les maladies professionnelles des mines. Les entreprises impliquées devront financer le fonds, mais aussi les évaluations médicales. Le combat a été long. Le syndicat national des mineurs a mis près de 10 ans avant d'avoir gain de cause face aux géants Anglo American et Anglo Gold Ashanti. C'est une grande victoire dans un contexte où nous avons pu définir les bases de notre bataille. C'est la première chose. Chaque personne qui veut puiser dans le fonds consolidé devra suivre les règles. Deuxièmement, c'est important pour toutes les entreprises de comprendre que si vous allez devant les tribunaux ou non, vous serez tenu responsable. C'est la réalité. Nous sommes soulagés parce que nos clients pourront obtenir une compensation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce combat dure depuis un bon bout de temps. Nous sommes soulagés que plusieurs mineurs pourront toucher de l'argent de leur vivant. C'est un combat qui a duré longtemps et qui est maintenant terminé. Mais les choses ne sont pas tout à fait terminées pour les mineurs. Dans plusieurs cas, ils devront prouver qu'ils sont atteints de silicose ou de problèmes liés à cette maladie. Des obligations légales sont en place qui forcent les anciens mineurs à se faire examiner chaque 2 ans. Selon les statistiques, un pourcentage important de mineurs est touché. 2000 dans la province du Cap-Occidental et environ 1000 au Lesotho. Le système s'est pratiquement effondré, particulièrement dans le Cap-Occidental et au Lesotho. Donc, un grand nombre de mineurs n'ont pas été examinés et n'ont pas de preuves qu'ils ont contracté la maladie. Ils pensent seulement être atteints. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que les médecins du fonds vont se rendre sur place pour examiner les gens. Un autre recours collectif a été déposé au nom de plusieurs milliers de mineurs et cette victoire laisse croire que les entreprises minières seront prêtes à conclure une entente. L'industrie doit faire face à la musique. Ce qui est décevant pour nous, c'est que ce n'est pas une entente conclue par l'industrie, mais plutôt elle s'est faite entre individus. Mais je pense qu'il y a encore une possibilité que ce soit l'industrie qui soit tenue responsable. Peu importe le genre d'entente qui sera conclue, elle sera bien accueillie parce qu'elle va réellement aider les anciens mineurs. Peu importe le résultat, 4500 anciens mineurs et leurs familles recevront une compensation. Les mineurs africains, pas les sud-africains, les mineurs africains n'ont toujours pas de dignité à offrir à leurs familles, parce qu'ils vivent dans une pauvreté abjecte, dans la douleur et la souffrance. Nous avons maintenant une chance de nous attaquer à ce problème. Nous voulons qu'ils puissent regagner leur dignité. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les mineurs, particulièrement pour ceux qui ont dû laisser leur famille derrière eux. Et cela envoie aussi un message très clair à l'industrie minière, en ce qui a trait au passé, au présent, mais surtout à l'avenir. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous reprenons avec l'économie égyptienne qui a connu des revers depuis l'éviction du président Hosni Moubarak en 2011. Le tourisme, l'une des plus importantes sources de revenus, a été le plus touché, ce qui a entraîné un épuisement rapide des réserves du pays en devises étrangères. Mais les paysans du pays voient de l'espoir dans l'augmentation de la production agricole. Ces dernières années ont été difficiles pour l'agriculture en Égypte. Les paysans ont dû faire face à de nombreux problèmes. L'augmentation des matières premières pour la production agricole, les prix du marché plus bas et la mauvaise météo nous ont durement affectés. Plus de 30% du stock a été perdu lors de la production. Mais le problème n'est pas seulement la quantité, mais la qualité des produits et cela a aussi nui à leur commercialisation. La crise économique a poussé les prix locaux à la baisse, ce qui a entraîné les producteurs à changer de stratégie.
La plupart des paysans ont choisi de cultiver des produits qui sont exportables. Cela permet d'acquérir des devises fortes et je peux aussi vendre mes produits comme le raisin toute l'année. Par exemple, au mois de mai en Europe, octobre pour les marchés locaux et asiatiques. Cela évite aussi aux paysans d'avoir à vendre leur stock dans une seule saison, ce qui tire les prix à la baisse. C'était une formule assez aboutie. Les fruits sont devenus le produit égyptien d'exportation le plus fort en 2015. Les exportations totales de fruits et de légumes se sont accrues de 15% pour atteindre 4 tonnes et demie l'an dernier. Une amélioration, mais qui ne suffit pas. L'Égypte importe encore 80% de sa nourriture. Pour garantir une agro-industrie profitable, le gouvernement s'est lancé dans un ambitieux projet de cultiver 2 millions d'acres en 3 ans. Il a aussi établi une holding pour commercialiser et vendre des produits agricoles dans le monde entier. En Ouganda, le monde des affaires a salué l'admission du Soudan du Sud au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Avec l'arrivée de cette jeune nation, ce marché commun compte maintenant 6 membres. Reportage. Michael Tumuerwe gère un magasin à Kampala. Il exporte des matériaux de construction au Soudan du Sud. Avant que le Soudan du Sud n'entre en guerre, 60% de mes clients venaient de ce pays. Les ventes atteignaient 30 000 $ par semaine. Maintenant, atteindre ce chiffre me prend plusieurs mois. Je suis heureux qu'ils rejoignent la communauté d'Afrique de l'Est. Cela signifie un meilleur environnement commercial. Le Soudan du Sud constitue l'un des principaux marchés d'exportation de l'Ouganda. Au cours du dernier exercice, l'Ouganda affirme avoir exporté pour 300 millions de dollars de marchandises, et cela en dépit du conflit actuel. Mais les échanges commerciaux entre les deux pays se sont dégradés en raison de restrictions de mouvement imposées aux biens et aux services. Les taxes sont élevées, elles augmentent chaque semaine. Ils disent que le problème vient du dollar. Lorsque le dollar augmente, ils augmentent aussi. Le deuxième défi réside dans la vétusté des routes du Soudan du Sud. Quant au troisième obstacle, ce sont les barrages routiers. On en trouve un tous les 5 kilomètres. Et il faut payer à chacun de ces barrages. Chaque jour, une centaine de camions quittent cet endroit situé dans le centre-ville de Kampala. Tous se dirigent vers Juba, la capitale sud-soudanaise. Nombreux sont les chauffeurs de camions et commerçants ougandais qui se plaignent des obstacles non tarifaires au Soudan du Sud. Mais avec l'arrivée de cette jeune nation au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, ils espèrent un meilleur environnement commercial entre les deux voisins. Du côté des autorités ougandaises, on estime que les problèmes que représentent ces barrages routiers illégaux et ces fortes taxes imposées par le Soudan du Sud doivent être résolus en ayant recours aux lois et règlements commerciaux du bloc régional dans son ensemble. Le secteur commercial ougandais profite d'un marché plus vaste pour la vente de ses produits. Si des problèmes sont liés à ce marché, alors ces problèmes existent pour tous. Si nous sommes nombreux, nous serons mieux préparés à gérer ces questions. L'arrivée de la plus jeune nation d'Afrique dans le giron de la communauté d'Afrique de l'Est signifie que le marché commun du bloc passe de 145 millions d'individus à plus de 160. Et toujours en Ouganda, les réactions sont mitigées concernant la nouvelle loi restreignant l'adoption d'enfants par des étrangers. Le gouvernement affirme que la loi permettra de mieux encadrer le secteur de l'adoption et d'empêcher que ces enfants soient emmenés de manière illégale. C'est l'heure de la récréation dans ce foyer de la capitale ougandaise. La plupart des enfants sont orphelins. D'autres ont été abandonnés. Nous avons eu beaucoup de bébés à Saint-U Babies qui ont été réunis avec leurs familles et pour le reste des bébés dont nous n'arrivons pas à trouver de famille car ces bébés ne peuvent dire leur nom ou d'où ils viennent ou qui ils sont, ce qui rend les choses difficiles. Prendre soin des enfants sans abri est un véritable défi en Ouganda. Des étrangers ont adopté des bébés, mais les autorités craignent que tout ne soit pas fait dans les règles et ont adopté une nouvelle loi qui restreint l'adoption par les étrangers. Les réactions à cette loi sont mitigées. Les militants de la société civile estiment qu'elle va empirer les choses. And the culture of taking care of children in Uganda is very low.
Et en Ouganda, la culture de l'accueil des enfants n'est pas dans les mœurs. Les gens prennent soin des enfants qui leur sont liés par le sang. Et même ces gens-là, ils n'en prennent pas vraiment soin et finissent par les chasser. Si vous regardez les statistiques, 1% d'entre eux seulement s'en occupent jusqu'au bout. Mais d'autres militants ne sont pas de cet avis. Nous avons adopté notre propre politique qui dit aux étrangers, si vous voulez être légalement leur gardien, vous devez venir et rester avec nous et prendre le temps de créer des liens avec nous et d'apprendre notre culture pour que l'enfant crée lui aussi des liens avec vous. Alors, vous pourrez aller au tribunal. On ne sait pas combien d'enfants ont été sortis du pays de manière illégale, mais le gouvernement estime que cette loi est nécessaire pour lutter contre le trafic d'enfants. Le guépard est l'animal le plus rapide sur Terre. Il peut atteindre la vitesse de 110 km/h. Hélas, il est aujourd'hui en voie de disparition. Et Laurie Marker, une femme courageuse de 62 ans vivant en Namibie depuis 1991, a consacré toute sa vie à la sauvegarde de l'espèce. Reportage. Zinzi n'est jamais contente de recevoir des visiteurs humains, même quand ces derniers tentent de l'appâter avec de généreux morceaux de viande. Elle a été secourue toute petite, alors qu'elle était encore orpheline. Mais lorsqu'elle a été relâchée dans la nature il y a maintenant 5 ans, elle s'est contre toute attente très rapidement réhabituée à son environnement originel. Contrairement aux autres félins, les guépards luttent pour survivre à l'intérieur des parcs et des réserves, loin du milieu naturel sauvage qui leur est devenu hostile. Dans les parcs protégés, en général, le nombre des grands prédateurs est élevé. Et ces prédateurs présentent un risque pour le guépard. Pour les petits, ils peuvent tuer les petits, ils peuvent voler la nourriture du guépard, donc ils perdent la nourriture et ils peuvent perdre leur vie aussi. Moins de 12 000 guépards tentent de survivre dans le monde aujourd'hui. On les retrouve principalement en Afrique, où l'on en recensait près de 100 000 il y a plus d'un siècle. Les braconniers avaient pour habitude de voler leurs petits pour les revendre en tant qu'animaux exotiques, alors que les fermiers les tuaient pour protéger leur bétail. L'américaine Laurie Marker a consacré sa vie entière à la protection de cet animal. Lors de son arrivée en Namibie dans les années 80, elle a reçu un accueil glacial de la part des fermiers du pays. On m'a demandé à l'époque de prendre tous les guépards du pays et de les emmener là où je le voudrais. Et j'ai vite constaté que les gens étaient en fait sincères. Dès que je suis partie à la rencontre des gens sur le terrain, je leur ai rappelé que moi aussi j'avais grandi au sein d'une famille de fermiers. Et j'ai même obtenu mon premier diplôme dans l'agriculture. Je pense que j'ai progressivement évolué pour devenir une personne apportant une valeur ajoutée à l'ensemble des communautés des fermiers. Sa méthode s'est vite révélée populaire chez les fermiers grâce aux chiens de berger d'Anatolie. Ces énormes chiens vivent depuis toujours avec les troupeaux des fermiers, décourageant par leur simple présence tous les prédateurs potentiels. Si les prédateurs s'approchent de trop près du bétail, ils sont capables de les chasser et de les tuer. Mais avec les guépards et les léopards, ils n'ont même pas besoin de les attraper. Leur seule présence suffit à les faire peur. Lorsque des petits orphelins guépards sont livrés à eux-mêmes, le fonds les prend directement en charge. N'ayant pas appris à chasser aux côtés de leur mère, et ayant grandi sans la peur de l'homme, le centre d'accueil devient inévitablement leur lieu de refuge permanent. Mais à leur manière, ils sont là pour témoigner du danger, de la disparition qui menace leur espèce. Les Jeux Olympiques représentent le summum dans la carrière de nombreux athlètes, mais le nombre de places très limité en badminton pour les Africains signifie que plusieurs d'entre eux ne réaliseront pas leurs rêves. Voici le parcours difficile d'un athlète égyptien qui tente sa chance pour se rendre à Rio. Le parcours qui mène aux Jeux Olympiques n'est jamais de tout repos. Pour Ali El-Khateb, même si son rêve semble à portée de main, il est encore loin du but. J'ai dû quitter mon emploi pour tenter de réaliser mon rêve. C'est à ce point important. Même s'il a bien réussi pendant la phase de qualification, il n'est pas encore certain de se rendre au Brésil. Le classement de la Fédération mondiale de badminton sert à déterminer ceux qui pourront participer au tournoi olympique. Les joueurs doivent être dans le top 100 pour s'assurer une place. Il sélectionne seulement un joueur africain en double. C'est donc très difficile de se qualifier. Il faut être dans le top 50 et un des meilleurs du continent.
La phase de qualification pour le badminton va se terminer en mai. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont à égalité dans le groupe africain. Mais si tous les espoirs sont permis, il y a beaucoup d'obstacles à franchir avant d'arriver à Rio. L'aspect du financement est très important pour nous. La plupart des Africains ont du mal à gagner des médailles d'or parce que c'est difficile de bien s'entraîner. Nous n'avons pas de camp d'entraînement comme les joueurs des autres continents, comme en Asie ou en Europe. Mais il y a encore de l'espoir. Plusieurs des meilleurs joueurs du continent ont reçu des subventions pour faciliter leur participation aux compétitions et ainsi devenir encore meilleurs. L'Afrique est devenue un endroit intéressant pour ceux qui aspirent à participer aux Jeux olympiques. Et avec la qualité de badminton que pratiquent les joueurs africains, plusieurs d'entre eux devraient pouvoir participer à des tournois internationaux, mais leur chance de remporter les grands honneurs n'est pas encore à portée de main. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.